Dimanche matin, ces petits-enfants de Vénissieux ne vont pas jouer dehors avec leurs camarades. Ils ont école avec Kader à la mosquée du quartier. Tout comme les adultes, ils doivent se déchausser avant de rentrer dans la salle de classe. Qui c'est qui peut me dire comment ça s'appelle? Toi. Comment on appelle ça en français? Un avion. Un avion. Là, pendant 2 heures, ils apprennent à parler arabe. Al-Mataru. 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 Jawazu safar. Jawazu safar. Muwaddafatun. Muwaddafatun. Al-Jamarik. Al-Jamarik. Toi, viens ici. Matarun. Al-Muwaddafa. Jawazu safar. Et s'ils apprennent l'arabe, c'est pour comprendre les versets essentiels du Coran, les sourates, qu'ils doivent apprendre par cœur avec le professeur qui leur enseigne l'islam. C'est important pour toi de connaître ces sourates? Oui. Pourquoi? Parce qu'avec ça, on peut aller au paradis. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une école coranique ou pas? Non, ce n'est pas une école coranique. Enfin, c'est une école qu'on appelle une école d'éveil religieux. Des cours d'éveil religieux en arabe pour des enfants, un vrai succès dans les quartiers où vivent les musulmans. C'était impensable il y a seulement 10 ans à Vénissieux. La religion intéressait alors beaucoup moins. Mais aujourd'hui, l'islam a la cote. Entre les salles de prière et les mosquées, Vénissieux compte pas moins de 14 lieux de culte islamique. Dans cette petite ville de la banlieue lyonnaise, il ne reste du centre historique que ces quelques toits de briques rouges. Tout autour de gigantesques cités HLM qui abritent 58 000 habitants, une ville à la réputation difficile. Notamment à cause d'un de ces quartiers, les Minguettes. En 1981, c'est dans ce quartier que se déclenchent les premières grandes émeutes urbaines qui se reproduiront 2 fois jusqu'en 2006. Depuis, 10 tours ont été mises à bas, dynamitées, pour tenter d'humaniser le quartier. Vénissieux abrite aujourd'hui une population à revenus modestes et surtout en grande partie musulmane. Près d'1 habitant sur 2 est de confession islamique. Mais ils n'ont pas tous la même vision de leur religion. L'immense majorité prône un islam de paix et de tolérance qui peut parfaitement s'intégrer dans la société française. L'islam, en fait, c'est la paix, c'est le bon comportement avec tout le monde, que la personne soit musulmane ou pas. Je suis musulmane, mais j'arrive pas à comprendre ceux qui se disent musulmans et qui agissent mal, qui tuent et qui... Mais une petite minorité se réfugie dans une pratique rigoriste et coupée du reste de la société. Qu'est-ce qu'on fait si par exemple la loi de Dieu et la loi de la République sont en opposition? On fait quoi? On prend laquelle? Ah, c'est difficile ça. Ah oui, c'est difficile, mais bon. Bon, je ne reprends pas ça. Pour vous, l'inquiétude, qui est certainement légitime, ce serait de vous dire, mais est-ce qu'on ne va pas utiliser la politique pour faire valoir des revendications, mettre en avant des revendications religieuses? Je vous répondrai, pourquoi pas? Le regain d'intérêt pour cette religion a été plutôt un facteur de paix sociale à Vénissieux. Il n'en reste pas moins que le développement de l'islam fait l'objet en coulisses d'une intense bagarre. En jeu, les 25 000 musulmans de la ville. Les rues de Vénissieux sont encore plongées dans la nuit. Et pourtant, les musulmans pratiquants sont déjà en route pour accomplir leur premier devoir, la prière. Il est 4h30 du matin. Kader, le recteur, qui est chargé de l'éveil religieux des enfants, ouvre la mosquée et accueille les fidèles.
Cela fait 14 ans que Kader dirige une des plus grandes mosquées de la banlieue de Lyon. Elle vient d'être agrandie et rénovée grâce à un appel aux dons des fidèles. Le recteur est connu pour défendre une pratique de l'islam modérée et ouverte sur l'extérieur. C'est quoi votre rôle ici, Kader? Mon rôle, c'est de gérer administrativement la mosquée et aussi être le représentant de la mosquée auprès des pouvoirs publics et aussi veiller au respect des lois du pays d'accueil, des lois de la République. Voilà ce qui concerne un petit peu mon rôle dans cette institution. Kader reçoit aussi beaucoup les familles. Mon rôle est à la fois social et religieux, parce que je suis capable aussi de gérer la prière, et aussi il est social parce que j'aide les nécessiteux, je suis à l'écoute des croyants et des musulmans. Kader organise aussi chaque année un pèlerinage incontournable pour tout croyant, celui de la Mecque. Cette cassette, elle m'a été offerte cette année à la Mecque lors de mon pèlerinage de l'année passée. C'est pour ça que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est une personne que j'ai accompagnée, parce que je suis quand même un guide qui prend les gens chaque année au pèlerinage de la Mecque. 5 prières par jour, dont une très tôt le matin, pèlerinage obligatoire à la Mecque, et ce n'est pas tout. L'islam est une religion exigeante. Nous sommes en plein Ramadan, une période qui dure un mois, durant laquelle les musulmans comme Fatima et sa fille Sonia ne doivent ni manger ni boire pendant toute la journée. Ce qui ne les empêche pas de faire les courses pour le dîner. Mais là encore, Ramadan ou pas question d'acheter n'importe quoi. La viande, par exemple, doit être halal, c'est-à-dire une viande certifiée par la mosquée. Car le jour tombé, les musulmans s'offrent un bon repas. Salam alaikum. Ouais, c'est le mois du Ramadan. On fait des feuilles de briques, on fait des trucs, la shorba, la harira, on fait la fête le soir. Et le lendemain, on fait le Ramadan, bien sûr. C'est pas la fête, hein? Voilà. Hein? C'est pas la fête que l'on fait, chez nous, c'est pas le soir. C'est pas une fête, ah non, après, c'est quoi? Après le jeûner, c'est la salade. Voilà, c'est salade. C'est très attendu par les musulmans? Ah bah bien sûr, dans le monde entier. Jazakallah khair, hamoul. Pâtisserie spéciale Ramadan. Salam alaikum, je me prends, chérie. Ça, c'est de la pâte d'amande, j'en prendrai une. On ne comprend pas souvent nos traditions. Par contre, on aime beaucoup nos gâteaux. Le mois du Ramadan, en fait, on lit tous les soirs le Coran, une partie du Coran. Et avant la fin du Ramadan, on doit avoir fini de lire tout le Coran. Oui. C'est surtout ça, parce que c'est pas entièrement. C'est pas que les gâteaux. Oui, oui, bien sûr. Malgré ces préceptes parfois pesants, les jeunes comme Sonia sont de plus en plus attirés par la religion. La religion, c'est d'abord dans le cœur. Après, c'est sûr qu'il faut suivre ce qui est dit dans le Coran. Et j'espère que Dieu me donnera la foi, me donnera la force de pouvoir suivre ses paroles, ses écritures jusqu'au bout. Même les jeunes les plus modernes et les plus branchés comme Berem Braiki manifestent un regain d'intérêt pour l'islam. Ce qui ne les empêche pas de mener leurs affaires, car ce jeune chef d'entreprise a pris des parts dans un business original à Lyon, un restaurant à la mode, un bouchon lyonnais, 100% halal. C'est beau. C'est son copain Lège qui a monté l'affaire. Ben vous expliquer, hein, en plus ça tombe bien, on est tous des minguettes, tous de Vénitieux. Couleur vive, lustre à la mode et cerise sur le gâteau, un speed dating au sous-sol. On mettre en place ainsi, donc des petites tables, des chaises. Je me rappelle, on faisait des mariages. Pourquoi t'as pas éclairé tes trucs là? Pourquoi t'as pas éclairé, t'as pas mis de lumière? Tu vois? Non,
parce qu'ici, il va y avoir des coussins. Des petits poufs, tu vois? Des petits poufs, ces petits poufs. Rotation comme ça? Ça va être la partie dansante, là. Donc, ils vont pouvoir... Berem et ses amis sont persuadés qu'il y a un marché pour les jeunes musulmans qui veulent s'amuser sans renier leur religion, qui est parfois mal acceptée. On n'a pas le droit au loisir. Pour aller en boîte, c'est pas la peine. Donc déjà, on ne peut pas s'amuser. On ne peut pas travailler. On ne peut pas faire du sport, parce que des fois, il existe aussi des discriminations au niveau du sport. À un moment donné, le jeune qui, effectivement, n'a pas la chance de pouvoir s'exporter ailleurs, de connaître d'autres personnes en dehors de son quartier, donc automatiquement, il y a un vrai lavage de cerveau qui se fait tous les jours, au quotidien, devant sa tour, en expliquant que tout est mauvais, la France est mauvaise, les gens sont mauvais, les Français sont mauvais, et voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, la France est consciente qu'on est là, hein, et qu'on est ses enfants, bien sûr. Hein. Aujourd'hui, nous, on travaille, on paye des charges, on paye des cotisations. Ça ne part pas au bled, hein, on va au trésor public. Hein. Donc, non, mais c'est vrai. Hein. On paye. Hein. Bon, je dis pas, il y a une minorité, entre guillemets, je vais utiliser peut-être un terme cru, de branleurs qui foutent la merde. Voilà, il faut pas nous mettre dans le même sac. Hein, pas généraliser. Absolument. Berem Braiki fait partie de ces jeunes musulmans qui pratiquent. S'il lui arrive de rater quelques prières, il y en a une qu'il ne manque jamais. C'est la plus importante, celle du vendredi, avec le prêche de l'imam. L'équivalent de la messe du dimanche, sauf qu'ici elle regroupe 1200 personnes. Ce jour-là, l'imam avait choisi pour thème le dialogue entre croyants de toutes les religions. Berem ne se contente pas d'être un simple pratiquant. Il appartient à cette nouvelle génération de jeunes musulmans, militants. Il ne fait pas de prosélytisme, mais beaucoup de communication. Quelle image on donne de l'islam aujourd'hui? Il y a une image à donner, et malheureusement il y a une image à redorer, donc c'est un vrai travail de communication que chaque musulman doit faire. L'islam, Berem l'a découvert ici, dans la cité des Minguettes, où il a grandi. Donc voilà, ça c'est mon quartier. Ouais, c'est là que j'ai fait les 400 coups. Il y reste très populaire tout en sachant se faire respecter quand il faut. Oh, c'est bon, stop, c'est bon. Voilà, il y a la sœur. Il m'a fait peur. Allez, Lyon. Je vous présente mon beau-frère. Enchanté, bonjour. Voilà. Et mon petit-neveu et ma soeur. Sacha, viens voir, il y a la télé. Ouais, puis vous restez dehors là. Sa famille habite toujours les Minguettes. Il y retourne régulièrement et pendant le ramadan, il vient rompre le jeûne avec ses parents. On va monter. D'abord ma mère, attention, elle a les foulards, elle se cache. Non, je vous le dis. Non, c'est pas vrai. Voilà, je vous présente ma mère. Bonjour. Bonjour. On est dans une famille musulmane, ça ne veut pas forcément dire qu'on est bon musulman. Être musulman, c'est aussi savoir apprendre la religion, c'est aussi grandir dans les principes de la religion musulmane, la respecter, respecter les autres religions aussi. Moi, en fait, je suis converti à l'islam. Je suis français d'origine. Je suis converti à l'islam depuis plus de 10 ans maintenant, 96, ouais. 96, ouais. Et donc, je fais le jeûne du ramadan, je fais mes 5 prières par jour. Puis bon, c'est vrai que j'ai grandi beaucoup avec des musulmans, j'ai traîné beaucoup avec des musulmans. Donc ça a facilité aussi peut-être le pas. Et puis j'ai eu le bonheur de trouver ma femme. Ah, c'est beau ça. La première fois quand ma sœur m'avait expliqué qu'elle souhaitait s'unir avec une personne qui n'était pas issue de non seulement de notre communauté en tant que maghrébin, mais en plus de nos communautés religieuses. C'est vrai qu'au départ, ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, je suis d'autant plus fier d'avoir un beau-frère qui non seulement a su s'insérer dans notre famille, a su respecter ma sœur, respecte mes parents, nous respecte nous. Voilà, ça, vous avez la preuve. Voilà, pour moi, c'est aussi une façon de lutter contre les discriminations. D'avoir un enfant issu de deux communautés différentes, quand il va grandir, il sera avant tout français, il sera français.
bien sûr de parents dont la mère est tunisienne et le père est français, mais voilà, pour moi c'est aussi un exemple de réussite sociale, de pouvoir qu'un enfant de différents horizons puisse grandir dans une vraie famille, voilà, avec une éducation aussi bien musulmane que laïque. Maman, je vais filmer ta cuisine. Ah, la cuisine du Khaïf. Alors, ça se passe comment? Elle est pas. J'étais en train de cuisiner. Après, ça sera à la télé. Non, j'aime pas, monsieur. Non, regardez quand même, c'est pas. Oui, mais c'est pas grave. Et après, les gens vont se moquer de moi. Finalement, Salah, la mère de Berem, va nous laisser assister à la préparation du repas, qu'ils attendent tous avec impatience. On n'est plus en phase de discuter là. On n'a qu'une seule envie, c'est de manger. L'appel au de la ventre, femme, là. Donc voilà, donc je vais vous laisser et je vais aller un petit peu m'éclater religieusement et faire rendre mes comptes. Voilà. C'est la 5e et la dernière prière de la journée. Au même moment, dans un autre appartement de Vénissieux, Fatima finit de préparer le repas du Ramadan. Certains disent le Ramadan, je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Ça veut dire faire du bruit le soir ou aller faire les soirées avec les amis. Non. C'est les pratiques religieuses. Le Ramadan, c'est jeûner en pensant à Dieu et à tous les pauvres. Quelle différence faire les prières à la maison et à la mosquée? C'est parce qu'on a plus de mérite quand on les fait avec tout le monde. À la mosquée, on a plus de mérite, plus de hasanat. Et vos filles, qu'est-ce qu'elles en pensent? Elle est d'accord, ma fille. La religion, ça sert à ça, ça sert à la convivialité, à se retrouver en famille. La famille et la religion, ça s'englobe. Avant la fin du jour, Sonia donne à manger à sa petite fille. Les enfants ont le droit de manger pendant le Ramadan? Jusqu'à la puberté. À partir de la puberté, ça devient obligatoire le Ramadan. Mais avant la puberté, il faut leur apprendre tout doucement quand ils ont 10-11 ans, qu'on leur demander de faire. Dans la famille de Sonia, chaque soir, le même rituel au son des télés religieuses du Golfe Persique. Chacun se prépare à la rupture du jeûne. Fatima, la mère de Sonia, est très pieuse. Elle a élevé ses 3 filles dans la religion, mais elle les a laissées grandir librement, sans le voile. Durant le Ramadan, tout le monde se retrouve chez elle. Et conformément à la tradition, chaque soir, Fatima lit quelques sourates du Coran. Puis elle prépare les traditionnels verres de lait qui seront servis juste avant le dîner. Reste la question que se posent les musulmans chaque soir de Ramadan. Savoir à quelle heure exactement ils peuvent rompre le jeûne. Heureusement, depuis quelques années, Internet a grandement simplifié les choses. Fatima va rechercher sur un site religieux l'appel du muezzin qui lance la prière. Qu'est-ce que vous faites là? C'est l'appel à la prière. Ça, c'est l'appel à la prière. Maintenant, Et c'est alors que dans tous les foyers musulmans, à la même minute, les familles dégustent la date, symbole d'abondance. Pratiquants ou non, les 3/4 des musulmans de France respectent la tradition du Ramadan. ne verse pas. C'est pas grave. J'ai prié Dieu, j'ai demandé à ce qu'il y ait la paix dans le monde entier.
Retour au Guitoun, le restaurant branché de Lège, le copain de Bérem. Aujourd'hui, il s'est mis sur son 31. Rasé de près et costume cravate, il a quelques affaires à régler avant l'ouverture de son établissement. Juste là, puis on va installer les néons. Ouais. Je ferai le branchement du plafond de ce côté. Ouais, comme on l'a dit hier, d'accord. Voilà. Et donc après, on mettra les petites plaques marron aussi, au chocolat. D'accord. Par contre, moi j'ai rendez-vous chez un fournisseur. Ouais. Je laisse le magasin. Lège doit aller s'approvisionner. Mais souvenez-vous, son restaurant ne fait que du halal. Tant que je suis pas là. Allez, à tout à l'heure. Plus de 85% des musulmans ne mangent que cette nourriture certifiée. Un énorme business, ignoré du grand public, mais qui suscite dans chaque ville bien des convoitises. Et à Vénissieux plus particulièrement. Et comment ça va? Ça va Karim? Ça va et vous? Karim est un grossiste en produits halal. La règle est simple, tous les produits à base de viande doivent être certifiés. Tu montres un peu nos produits? Tu montres ce que tu as? Donc, comme je te disais, justement pour le ramadan, on faisait donc tout ce qui est feuilles de briques, le ben, les larissa, harissa meshouya, donc traditionnel et donc avec poivron. Tout à l'heure les conserves. Bien, hein. Pas mal. Tu fais même les raviolis? Raviolis, ouais. Donc toujours halal. Hein. Raviolis à la tomate. Voilà. Halal. Il y a tout ce qu'il faut. Je répète pas que c'est du halal, c'est que ça, d'accord? Donc par exemple, il y a ce produit-là. Donc là, on a les ingrédients, il y a tout ça, voilà. Alors où est-ce qu'on voit que c'est certifié? Alors ici, par exemple, chez moi, je suis certifié essentiellement par la gamme SFCVH, donc Société Française de Contrôle de Viande Halal. C'est l'avantage, c'est qu'on peut aujourd'hui manger halal, que ce soit du foie de volaille ou une entrecôte ou une bavette, enfin peu importe, mais halal. Donc, la génération évolue aussi. Ouais, donc là, on demande aussi à manger un peu. Ouais, nous on a grandi avec la consommation. On a grandi avec des kebabs et des sandwichs américains. Très bon, quoi. Eh ben, on va sortir parce que allez, je suis là. Hein? Ok. Allez. Pour Vénissieux, l'organisme qui supervise tout le processus de certification se trouve ici, dans l'une des plus grandes mosquées de France, celle de Lyon. À sa tête, Kamel Keptan. Il nous emmène dans un petit bureau qui ne paie pas de mine, mais qui pèse très lourd. C'est ici que le recteur désigne les hommes clés de l'argent de l'islam, ceux qui ont le monopole de la préparation de la viande halal. Et vous allez comprendre pourquoi le business du halal est plutôt juteux. Pour le 3 juillet, Inch'Allah. C'est la carte de sacrificateur, donc c'est la carte qui est délivrée à chacun des sacrificateurs. Donc la Grande Mosquée de Lyon l'autorise à procéder à l'abattage rituel. Donc c'est une carte qui est délivrée annuellement et que chaque sacrificateur, a le devoir d'avoir sur lui. Le halal, c'est une viande qui est abattue selon le rite musulman, c'est-à-dire par un musulman qui est pratiquant, qui est fait, l'abattage de la bête est fait au nom d'Allah. Tous les mois, la Grande Mosquée de Lyon dépêche un inspecteur qui va s'assurer que les sacrificateurs font bien leur travail. Tout se déroule dans un abattoir classique à quelques kilomètres de Lyon. Donc là, ici, on voit la chaîne d'abattage de bovins. Donc apparemment, l'abattage vient de commencer, donc vous tombez à pic. La tête du bœuf est emprisonnée dans un cône de fer. Le travail du sacrificateur commence ici. Égorger la bête avec un couteau devant cette machine qui doit être dirigée vers la Mecque. Et voilà, la viande de la bête est halal. Excepté l'égorgement, il n'y a aucune autre différence avec une chaîne d'abattage classique. Un vérificateur musulman va s'assurer une dernière fois que les bœufs qu'il va certifier ont bien été égorgés selon le rite. Je suis en train de contrôler si elle est bien égorgée. Elle est bien faite. Tout est en règle. Il ne reste plus qu'à apposer le fameux certificat halal, le sceau de la Grande Mosquée de Lyon. Donc là, on a notre contrôleur. Chaque kilo de viande halal produite dans l'abattoir coûte 1 à 3 centimes plus cher à la Grande Mosquée pour payer sacrificateurs et vérificateurs. Elle devrait être vendue 3 centimes plus cher aux bouchers détaillants.
Et précisément, voici un monsieur Slimani qui tient une petite boucherie-charcuterie à Villeurbanne. Et il vient tous les jours. Tous les jours, je passe faire le marché ici parce que il y a des arrivées, il y a des tueries tous les jours. Donc on choisit notre viande. Une dizaine pour demain? Une dizaine, oui. Mais... Il y en a 12 pour Mestarier. Et écoutez combien il paie le surcoût d'une viande certifiée halal. Il n'y a pas une grande différence dans le halal, il n'y a pas une grande différence. À peu près, je ne sais pas, une histoire de 40 centimes d'euros, pas plus. Hein. Il n'y a pas une grande différence sur le halal. C'est tout à fait normal qu'on fonctionne une taxe sur le halal pour pouvoir payer les employés, parce que c'est privé, quoi. C'est la mosquée qui met le personnel pour contrôler ici. Seulement voilà, officiellement la mosquée affirme ne ponctionner que 3 centimes par kilo. 3 centimes d'un côté, 40 centimes de l'autre, où passe donc la différence? Dans la poche d'intermédiaires du commerce halal, qui se partagerait un gâteau estimé sur la région entre 2 et 20 millions d'euros. Des intermédiaires qui s'enrichissent grâce à un commerce en pleine explosion. Dans les supermarchés, en effet, les produits halal se multiplient. Le chiffre d'affaires total avoisinerait les 5 milliards d'euros sur toute la France. Mais il y a un autre problème. Des abattoirs peu scrupuleux collent des étiquettes halal sur des viandes qui ne le sont pas, pour bénéficier du surcoût. C'est ce que nous indique Karim, le grossiste de Lège. On connaît certains fournisseurs d'abattoirs qui sont entre guillemets douteux, donc ceux-là on les met tout de suite à côté de la touche. Nous en avons appelé un au téléphone. Nous lui demandons de nous délivrer un certificat de complaisance sur de la viande que nous avons déjà achetée et qui n'est donc pas halal. En fait, moi, ce que je veux vraiment, c'est pas avoir d'ennui, je veux pas rester bloqué, quoi. C'est surtout ça. Oui, non, mais je comprends tout à fait, ouais. Je comprends tout à fait, mais là-dessus, par rapport à ça, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais... Je comprends, donc c'est vous qui allez le délivrer, en fait. Ouais, tout à fait, ouais. Il peut nous fournir sans aucun problème un certificat halal, sans même avoir abattu lui-même les bêtes. Dans la mosquée de Villeurbanne, à quelques kilomètres de Vénissieux, il y a une personnalité qui se révolte contre ce manque de transparence. Il s'appelle Azzedine Gassi, représentant des musulmans de la région. Il aimerait bien contrôler l'argent du halal. Le problème que j'ai véritablement aujourd'hui, fondamentalement, c'est que j'ai une dizaine de projets de construction de mosquées qui coûtent entre 1 million et 3 millions d'euros. Et ces gens-là, ces mosquées-là n'arrivent pas à construire pour la simple raison qu'ils n'ont pas de financement. Il n'y a pas de financement. Et quand on voit les ressources générées justement par la viande halal ou de façon générale par la nourriture halal, on se demande où va tout cet argent. Le chiffre qu'on avance le plus aujourd'hui concernant la viande halal ou la nourriture halal entre guillemets en France est de 5 milliards d'euros. Ce chiffre-là, il est très facile par an, il est très facile à retrouver. Hein. Si on compte, il y a 4 millions de musulmans en France, qu'ils mangent en moyenne 50 kilos de viande par an, et que le prix de la viande au kilo coûterait entre 10 et 15 euros, auquel il faudra rajouter les charcuteries, auquel il faudra rajouter l'abattage rituel à l'occasion de la fête du sacrifice, et on arrive très très facilement au chiffre qui est accepté pratiquement par tous aujourd'hui, 5 milliards d'euros. Et aujourd'hui, en tant que responsable musulman, j'ai le droit de poser un certain nombre de questions. Il y a des mosquées. Le contrôle de la viande halal ne doit pas revenir à des mosquées en particulier ou des associations en particulier. La manne financière générée par le contrôle de la viande halal doit revenir à toutes les mosquées de France, à toutes les mosquées de la région Rhône-Alpes, et en particulier celles qui sont en construction. Azzedine Gassi a été élu il y a 2 ans. Il fait partie de cette nouvelle génération de musulmans qui veut organiser à sa manière l'islam de France. Alors sur les marchés de la région, il est reconnu un peu comme un homme politique. Mais parfois il tombe sur des musulmans qui pensent que l'islam n'a pas besoin de représentants. La date de l'Algérie, le jeûne. Il peut vous confirmer ça. Hein. Le musulman est musulman. Quand il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il est musulman. C'est ça qui fait de lui un musulman. Ça s'arrête là. C'est un musulman quand même. L'islam, c'est entre moi et le bon Dieu. Il n'y a pas de représentant. Il n'y a pas le pape comme dans la chrétienté. Oui, mais lui... Si on prie pour le bon Dieu. Oui, mais monsieur Gassi, il représente, il a dit,
les mosquées, c'est-à-dire les infrastructures, ne représentent pas les musulmans. Il y a une nuance, il faut faire la différence. Les pratiquants. Non, il ne faut pas insister là-dessus. On a dit les musulmans et musulmans, il n'y a pas de pratiquants ou non pratiquants. Lui, il est concerné des mosquées, des lieux de culte, c'est ça, hein? C'est tout. Mais il ne peut pas être chef des musulmans, on n'a pas de chef dans l'islam. L'islam, le chef, c'est le bon Dieu. Ouais, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle et qui défend l'intérêt des l'imam. Qui défend l'imam de sa mosquée. Mais au niveau de toute la région, les Nas vient des institutions. Parlons des infrastructures, mais pas des musulmans. Et on parle de ça. En fait, les musulmans de la région lyonnaise font l'objet d'une lutte d'influence aussi discrète qu'implacable. Cette communauté se retrouve écartelée entre une majorité de modérés, ceux-là reconnaissent que l'islam est une affaire privée qui ne doit pas interférer dans la politique, et une minorité qui conteste cette séparation. Qui va réussir à unifier une communauté bien plus diverse qu'on ne le croit? Les jeunes, les vieux, les pratiquants orthodoxes, les laïcs, les traditionnels et les modernes. Avec à la clé le nerf de la guerre, l'argent du halal. Il s'appelle Nadir Ben Abbès. Son portrait a été placardé à Vénissieux à l'occasion des dernières législatives. Son mouvement, le PMF, le Parti des musulmans de France. Il a arpenté tous les quartiers de la ville pendant la campagne électorale. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Alors voilà, je me présente, je m'appelle Ben Abbès Nadir, je me présente aux législatives dans la 14e circonscription. Alors, vous avez peut-être reçu la profession de foi à la maison? Pas du tout. Parce que normalement, elle a dû arriver hier ou avant-hier. Tous les candidats, donc tous les candidats arrivent. Les gens, il faut demander la permission, d'accord? À ce moment-là, quelques habitants veulent nous empêcher de filmer dans ce quartier. Mais Nadir Ben Abbès connaît bien le terrain et il calme sans problème les récalcitrants. Il en profite pour faire passer son message. Parce que les gens, ils ne veulent pas aller voter, ils ne veulent pas aller bouger. Alors on n'existe pas sur les listes. Ils vont dire pourquoi moi je vais me déranger, c'est les gens qui ne votent pas. J'espère que tu liras la profession de foi et que si tu es inscrit sur les listes électorales, d'aller voter. C'est pour que le quartier bouge, pour que le quartier change, pour que nos idées aussi soient entendues des élus. Hein? Merci. Hey. Si la Constitution est laïque, le peuple n'est pas obligé d'être laïque. Il y a des catholiques, il y a des juifs, il y a des musulmans, et il y a des laïcs. Donc chacun défend les valeurs pour lesquelles... mais ce qui est intolérable, c'est de vouloir laïciser les mentalités et la société. Ça, c'est inadmissible. Je ne sais pas si vous avez reçu ma profession de foi. Nadir Ben Abbès estime que les institutions françaises briment la religion musulmane. Il souhaite que l'islam ait plus de poids sur la société. Il voudrait par exemple que le mariage religieux prime sur le mariage civil. Est-ce que vous connaissez notre parti? Non. Je l'ai vu sur les affiches, oui. Mais je ne le connaissais pas auparavant. Nous ne sommes pas un parti religieux, nous sommes un parti politique. Mais on considère que la religion n'est pas incompatible avec la philosophie politique. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, mais notre but, ce n'est pas d'islamiser la nation. C'est de rassembler autour d'une idée, d'une philosophie. Mais laquelle? La philosophie du PMF. C'est la première fois à Vénissieux qu'un musulman se présente en mélangeant politique et religion. Comment en est-on arrivé là? Parce que trop longtemps, la religion musulmane a été la laissée pour compte des cités. La preuve, avec ces salles de prière improvisées qui ont souvent tenu lieu de mosquées. Exemple, celle du 63 boulevard Lénine. Bon allez, je vais vous montrer la première salle. Au rez-de-chaussée de cette tour, des appartements transformés en lieu de culte. Donc ça, c'est la salle principale. Donc vous voyez, c'est une petite salle. Donc ça, c'est pour les gens qui mettent leurs chaussures. Voilà, allez-y, allez-y. Et voici le plus étonnant. Pour aller dans la deuxième partie de la mosquée, il faut traverser le couloir de l'immeuble. Donc ça, c'est la deuxième partie. La partie de la mosquée, c'est pareil.
Donc ici, on l'utilise surtout pour les vendredis, parce que les vendredis... Le problème, c'est que pendant longtemps, les municipalités sont restées frileuses. Elles n'ont pas autorisé la construction de mosquées dignes de ce nom, qui auraient attiré des fidèles, de l'argent et de bons imams. On ne peut pas ici payer un imam, c'est pas possible. C'est pas une grande mosquée. Et même dans les grandes mosquées, ils ont des difficultés à payer un imam. Et tous les gens qui viennent faire la prière, et on leur demande déjà d'abord qu'ils nous aident, qu'ils nous donnent un coup de main pour trouver un imam. Et celui qui est capable d'être imam, il se présente. Et après, par rapport à ce qu'il sait dans l'islam, parce qu'être imam, c'est pas n'importe qui peut être imam. Donc un imam, il faut qu'il soit vraiment, qu'il connaît bien profondément l'islam et qu'il soit posé et qu'il soit respecté. Et il y a plein de choses qu'il faut qu'il soit dans le caractère d'un imam. Ici, c'est pas le cas. On n'a pas des imams qui est vraiment top. Les différents courants de l'islam, des modérés aux extrémistes, se battent autour de la construction des mosquées. Celui qui en édifiera le plus grand nombre prendra l'ascendant sur l'ensemble de la communauté. Le courant de l'islam qui est en pleine ascension en Vénissieux, c'est celui qui finance cet immense chantier. Attendez, il y a une direction, voilà, ça va commencer par là. Et comme ça, parce que la direction à la Mecque c'est comme ça, jusqu'à la porte. Et ça va arriver jusqu'à la limite du terrain. Ouais. 4000 m² de couvert, en 3 étages. On les appelle les Miligorus. Ils sont en train de construire la plus grande mosquée de la région Rhône-Alpes après celle de Lyon. Les Miligorus, c'est une mouvance d'origine turque, plutôt rigoriste, même si son représentant refuse de considérer la différence entre modérés et radicaux. Il n'y a qu'une seule islam, il n'y a qu'une seule musulman, tous les musulmans sont musulmans. On ne peut pas différer les musulmans radicaux, modérés et tout. Non, j'accepte pas ça. Mais en cas de conflit entre les préceptes de l'islam et la société française, où irait sa préférence? Il est gêné pour répondre. Et alors qu'est-ce qu'on fait si par exemple la loi de Dieu et la loi de la République sont en opposition? On fait quoi? On prend laquelle? Ah, c'est difficile ça. Ah oui, c'est difficile, mais bon. Bon, je ne reprends pas ça. Mais comment on fait? En gros, est-ce qu'on est musulman ou citoyen en premier? C'est difficile, c'est difficile. Pour moi. Ouais. D'accord. C'est difficile. Mais en tout cas, ça pose un problème. D'accord. La loi, c'est la loi. Ouais. Laquelle? D'accord. On y va? Merci. Si le responsable de Miligorus refuse de répondre, c'est que son mouvement est opposé aux lois sur la laïcité, en particulier celle qui interdit le port du voile à l'école. Pour obtenir le permis de construire de sa mosquée, il a dû tout de même s'adresser à la municipalité de Vénissieux. Son maire, André Gérin, n'aurait-il pas concédé la construction de cette nouvelle mosquée pour des raisons électoralistes? Est-ce que vous avez l'impression de céder à des pressions, on va dire, communautaristes ou politiques en autorisant la construction de toutes ces mosquées ou pas? Ah, je pense le contraire. Je pense exactement le contraire. Je pense qu'avoir lié une volonté municipale républicaine pour que la religion musulmane à Vénissieux ait droit de cité dans la dignité, et en même temps, comme tout le monde me connaît, je combats tous ceux qui utilisent l'islam, la religion à des fins politiques, à des fins intégristes, parce que je considère que là, c'est très mauvais du point de vue de la démarche communautariste. Mais au contraire, je fais un travail d'ouverture, je fais un travail qui permet que les musulmans trouvent leur place comme tout citoyen à part entière dans cette ville. Parmi les adversaires du maire, une figure de Vénissieux, Abdelaziz Chambi. Il a créé cette librairie à Lyon il y a 18 ans. Puis une petite maison d'édition qui diffuse en français des textes fondateurs de l'islam. On trouve un certain nombre de publications, enfin des ouvrages qui parlent
de la question religieuse, de l'islam. Par exemple, vous voyez, apprendre l'islam en s'amusant. Donc il y a par exemple un certain nombre de recherches, ça c'est publication Tawhid Jeunesse, donc il y a toute une collection de publications jeunesse, où on essaye de présenter l'islam effectivement de manière ludique. Et à travers un certain nombre de jeux, un certain nombre des recherches, etc. Donc voilà. Donc des puzzles, des activités, enfin, disons toute une pédagogie qui vise à permettre à la compréhension de l'islam de manière ludique et de manière accessible, de manière pédagogique. Voilà pour les enfants, mais pour les adultes, il se réfère à un auteur autrement plus sérieux et controversé. On a fait la promotion de Hani et Tariq Ramadan parce que ce sont des citoyens européens qui sont musulmans et qui avaient une conception qui était similaire à la nôtre. Le jour où on les a rencontrés, on s'est rendu compte qu'on avait une conception similaire. Hani Ramadan, un prêcheur particulièrement médiatique. Il est très demandé dans les meetings de l'islam orthodoxe, où le public est divisé en deux, les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Il s'est illustré en 2002 en défendant publiquement la lapidation des femmes adultères. Lui aussi veut abolir les séparations entre le politique et le religieux. Je vois bien que pour vous, l'inquiétude, qui est certainement légitime, ce serait de vous dire mais est-ce qu'on ne va pas utiliser la politique pour faire valoir des revendications, mettre en avant des revendications religieuses? Je vous répondrai pourquoi pas. Je pense que les chrétiens, les juifs aussi, ont une part dans la vie politique. Pourquoi est-ce qu'on voudrait que la religion en tant que telle soit déterminée, délimitée dans la sphère privée, à tel point qu'on en refuse l'expression publique? C'est complètement ridicule. Cette volonté de s'imposer dans le jeu politique en tant que musulman trouve un écho dans cette librairie de Lyon. Elle abrite un centre de formation aux sciences islamiques. Parmi ses professeurs figure Hani Ramadan. Pour Abdelaziz Chambi et ses amis, la radicalisation des musulmans est une réponse à la discrimination. Selon Chambi, les hommes politiques français ont provoqué les réactions violentes de la communauté musulmane en utilisant des arguments islamophobes au cours de leurs campagnes électorales. Sur le dos de qui ça se fait? C'est ça. Ça se fait toujours sur le dos des mêmes. Et nous, on en a marre. Alors après, ils s'étonnent que des gamins ils partent en Irak, que des gamins ils se fassent exploser, que des gamins ils deviennent terroristes, que des gamins ils font la promotion de Ben Laden ou de Saddam Hussein à l'époque de la guerre du Golfe. Nous, on l'a vu dans les quartiers. Les gamins qui ne connaissent ni Saddam, ni l'Algérie, ni rien du tout, mais ils écrivent « Vive Saddam » dans les allées des immeubles. Donc ça, c'est une des conséquences de la gestion des politiques sur ces questions-là. Donc ce n'est qu'un retour de bâton. Et des retours de bâton, on peut en avoir beaucoup. Et l'Angleterre, elle a payé, l'Espagne l'a payé, j'espère que la France, elle n'aura pas à le payer aussi, mais que les hommes politiques fassent attention, qu'on ne joue pas avec le feu. Ce soir-là, à la préfecture de Lyon, les résultats des dernières élections législatives de juin viennent de tomber. Le seul parti se réclamant de l'islam, le PMF de Nadir Ben Abbès, n'a recueilli que 1% des voix. Mais il ne perd pas espoir. Alors, vous trouvez ça comment? Oui, c'est bon, encourageant pour l'avenir. Bon, on est toujours déçus parce qu'on voudrait toujours faire plus. Mais bon, rien que le fait de participer à ces élections, c'est une victoire. C'est une victoire parce que, comme disait Nietzsche, il disait comme ça, un homme qui souffre prescrit contre sa souffrance le miel de la vengeance. Et le fait de participer ici, c'est une vengeance. Une vengeance noble, hein, parce que bon... La vengeance de quoi, sur quoi? Ben, une vengeance sur cette discrimination qui a été pratiquée pendant des années vis-à-vis de la communauté, enfin la communauté française d'origine maghrébine. Ah mais moi je combats le PMF comme les intégristes, les équivalents de Le Pen, et que je pense que, comme d'ailleurs le Front National, pour moi, il doit être un parti interdit, parce qu'il est anti-républicain, et ces forces politiques intégristes, elles devraient, pour une part, être interdites d'exister dans ce pays, parce que c'est contraire aux valeurs de la République, et dans tous les cas, elles vont à contresens d'une place pour l'islam, pour les musulmans, dans la République de notre pays. Comme il existe en France le parti des communistes, le parti des socialistes, il peut exister le parti des musulmans. Là-dessus, c'est vrai qu'il faut que les gens s'habituent, simplement, c'est une question d'habitude. À Vénissieux, comme ailleurs en France, la lutte d'influence autour de la communauté musulmane est loin d'être terminée.
Une communauté religieuse avec laquelle la République doit désormais compter, mais qui devra aussi compter avec la République et ses principes.